Je m'appelle Chloé Marie Dubois, et j'ai 30 ans. Je ne cesse de me répéter ce chiffre car cela m'étonne toujours de voir à quelle vitesse une femme adulte peut être replongée dans l'enfance dès l'instant où elle entre dans le monde de sa mère. Vous pouvez avoir votre propre appartement, votre propre travail, vos propres factures, et pourtant, un seul texto de la famille peut vous ramener directement sur la même vieille scène, avec le même vieux script, dans le même vieux rôle pour lequel vous n'avez jamais auditionné. Le soir où tout a vraiment commencé, ma mère m'avait invité à ce qu'elle appelait un « dîner rapide en famille ». C'étaient ses mots exacts. Dîner rapide en famille ce samedi. Rien de spécial. Elle a envoyé ce texto comme si elle me demandait de prendre du lait en rentrant à la maison. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. La dernière fois que nous nous sommes tous réunis, j'ai fini par payer toute l'addition. Près de 850 € envolés en une seule nuit, et personne n'a même scié. Mon père avait plaisanté, heureusement que Chloé n'a pas d'enfant à nourrir. Et toute la table a ri comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Je n'ai pas ri. Je leur avais dit un grand nombre de fois que s'ils avaient un jour vraiment besoin d'aide, j'interviendrais, mais je le pensais comme un geste, pas comme un titre de poste. Pourtant, je ne les avais pas vus depuis 2 mois. La culpabilité l'emporte parfois, et vaine quand on sait qu'on ne devrait pas céder. Alors, finalement, j'ai répondu, bien sûr, je serai là. Et ce fut tout. Je suis entré dans le restaurant avec cette étrange lourdeur dans la poitrine, cette sorte de poids gênant où l'on sent déjà que quelque chose ne va pas, même si on ne peut pas encore mettre le doigt dessus. Mon instinct n'arrêtait pas de me murmurer que ce n'était pas juste un dîner. C'était autre chose. Une sorte de piège, une attente à laquelle je n'avais pas encore consenti. Mais comme je le faisais toujours, j'ai chassé cette idée. Ce n'est qu'un dîner en famille, me suis-je dit. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? La réponse attendait juste près de la fenêtre. Je les ai vus dès que je suis entré. Une longue table, parfaitement placée pour que tout le monde puisse les voir. Mon père était en pleine blague, animé et bruyant. Ma tante sirotait du vin comme si elle était en vacances. Ma sœur prenait des égoportraits avec ma mère, les visages inclinés, les filtres prêts. La seule personne qui manquait à leur petit moment parfait était moi. Ou peut-être que je n'étais pas censé être sur la photo du tout. Je me suis approché et j'ai fait un petit signe de la main, geste poli et automatique que l'on fait même quand on n'est pas sûr d'être le bienvenu. Ma mère s'est retournée, a souri, puis a pointé du doigt derrière elle, vers le fond, comme si elle assignait des places dans un bus. Tu peux t'asseoir là. Nous avons besoin de place pour le vrai groupe. J'ai fait une pause juste assez longue pour voir si elle allait se corriger ou dire qu'elle plaisantait. Elle n'a même pas bronché. Elle s'est retournée comme si elle venait de commander une soupe. Les mots sont restés suspendus dans l'air une seconde, plus lourds qu'ils n'en avaient l'air. Le vrai groupe, et je n'en faisais pas partie. J'ai regardé la table vide dans le coin, à moitié éclairée, coincée entre la porte de la cuisine et les toilettes. Le genre de table qu'on donne aux gens qui n'ont pas de réservation ou à ceux dont on suppose qu'ils ne resteront pas longtemps. Très bien, ai-je pensé. Ils veulent me traiter comme un plat d'accompagnement. Je vais jouer le jeu, je me suis approché, me suis assise seule et j'ai commandé un old-fashion. Quand le serveur est revenu, je lui ai adressé un petit sourire facile qui ne correspondait pas à la façon dont mon estomac se nouait. Puis je l'ai rappelé. Cette fois, j'ai glissé ma carte sur la table et me suis penché juste assez pour qu'il puisse m'entendre par-dessus le bruit. Tout ce qui vient de cette table, ai-je dit en désignant ma famille d'un signe de tête, mettez-le sur leur compte. Pour moi, c'est juste ce verre. Ses yeux se sont agrandis une seconde. Puis il a jeté un coup d'œil à la longue table près de la fenêtre, puis à moi. Vous avez compris, ai-je demandé. Il a hoché la tête, un soupçon de sourire se formant sur ses lèvres, comme s'il savait déjà comment cela allait se terminer et qu'il était un peu excité de le voir. Les 20 ou 25 minutes suivantes, j'ai eu l'impression de regarder un cirque depuis les coulisses. Il riait, il portait des toasts, il commandait de tout comme s'il n'y avait pas de fin au menu. Mon oncle a pris l'entrecôte. Ma sœur jonglait avec 2 entrées différentes en même temps. Mon père a commandé une bouteille de vin à 120 € et l'a servi comme si c'était du soda. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler le serveur comme s'il était son assistant personnel. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée. J'étais juste assise là, à ma petite table de coin, sirotant ma boisson, regardant, attendant. Puis c'est arrivé. J'ai entendu la voix de mon père exploser à travers la pièce, tranchante et indignée. Pourquoi ça dépasse les 1600 €?
Les conversations autour d'eux se sont tues. Ma tante s'est penchée, confuse. Ma sœur s'est figée avec son téléphone en plein égo-portrait. J'ai pris mon temps pour me lever, lisser mes vêtements et m'approcher comme si j'allais simplement dire au revoir. J'ai tout payé, j'ai même laissé un pourboire, ai-je dit nonchalamment. Le visage de mon père s'est illuminé. Ma mère m'a offert le sourire le plus chaleureux que j'avais vu de sa part depuis des années. Ma tante a mis une main sur sa poitrine comme si je venais de leur sauver la vie. Pendant un instant, ils m'ont regardé comme si j'avais remboursé leur hypothèque. Je leur ai fait un petit signe de la main et je suis sorti. Simple. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le serveur suivait toujours mes instructions. Je lui avais dit de leur ramener l'addition après mon départ. Je n'ai même pas atteint le stationnement avant d'entendre les cris déborder derrière moi. Attendez, quoi? Il n'a payé que son verre. Chloé. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti avant que quiconque puisse me rattraper. L'air extérieur semblait plus pur qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. Des coups secs, impatients, et bien trop tôt. J'ai vérifié l'heure, 9h12 du matin. Ma mère et mon père se tenaient sur le pas de ma porte, le visage fatigué et les mâchoires serrées. Mon père n'a pas pris la peine de me saluer. Il est passé devant moi pour entrer dans mon appartement comme s'il en était le propriétaire et a laissé tomber un reçu froissé sur le comptoir de la cuisine, comme une preuve. L'addition s'élevait à 2000 €. Je ne l'ai pas prise. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai payé mon verre, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir. C'était suffisant pour mettre le feu aux poudres. Il a commencé à tourner en rond, se montant la tête comme il le faisait toujours, me lançant des phrases comme des accusations. Nous t'avons mieux élevé que ça. C'est bas. Tu nous as embarrassés. Ton oncle a dû couvrir le pourboire. Il parlait comme si j'avais incendié la maison. Ma mère n'a parlé que lorsqu'il s'est arrêté pour respirer. Chloé, nous pensions juste que tu aiderais. Aider. Encore ce mot. Aider à tout payer. Aider en s'asseyant à une table d'appoint comme une figurante oubliée. Aider en restant silencieuse pour que tous les autres puissent manger, boire et rire sans penser à qui couvrait l'addition. Je les ai écoutés parler pendant plus d'1 heure. Je n'ai presque rien dit. Je les ai juste regardés, vraiment regardés pour la première fois depuis longtemps. Quand ils ont finalement manqué de souffle, j'ai regardé mon père et j'ai dit, « Tu es en colère parce que je t'ai traité exactement comme tu m'as traité. » Ça l'a arrêté une demi-seconde. Sa bouche s'est ouverte comme s'il voulait répliquer, mais rien n'est sorti. Au lieu de cela, il s'est détourné et est parti en trombe. Ma mère l'a suivi, me jetant un regard en arrière, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne l'a pas fait. J'ai pensé que c'était la fin pendant environ 10 minutes. Puis j'ai entendu un craquement sec venant de l'extérieur. Le genre de son qui vous glace le sang avant que votre cerveau ne comprenne. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu mon père courir vers la voiture. Ma mère était déjà sur le siège passager, regardant droit devant elle. La vitre de ma portière côté conducteur était brisée. Du verre scintillait sur le siège, une constellation dentelée de rage. Un rocher reposait au milieu, comme un point final à la fin d'une phrase. Ils n'ont pas attendu. Ils sont partis comme si de rien n'était. J'ai contemplé le désordre pendant un long moment. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas poursuivis. Au lieu de cela, je suis rentré, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai visionné les enregistrements des caméras de sécurité que j'avais installées l'automne dernier après le vol d'un colis. Il était là, parfaitement visible, mon père s'approchant de ma voiture, regardant autour de lui, ramassant un rocher et le jetant directement à travers la vitre. J'ai sauvegardé la vidéo. Ensuite, j'ai déposé une plainte à la police. J'ai tout raconté à l'officier et lui ai remis les images. Il m'a demandé si je voulais porter plainte ou simplement obtenir une compensation. J'ai dit que je voulais récupérer chaque centime. Cette vitre n'était pas seulement brisée. C'était un message, et voici le mien. À la fin de la semaine, il avait perdu 400 €. Pas d'assurance, pas d'excuse. Il a payé. Mais alors que j'étais assise là, regardant la confirmation, j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement d'une addition de dîner ou d'une vitre de voiture. Il s'agissait de la façon dont toute ma famille me traitait depuis des mois, peut-être des années. Alors, je me suis connecté au compte partagé intitulé « Dépenses familiales ». Pendant 9 mois,
j'avais déposé 1900 € par mois sur ce compte. Cela avait commencé après qu'ils aient dit qu'ils avaient des difficultés. Réparation, facture, courses. J'avais accepté d'aider temporairement, croyant que nous travaillions tous ensemble, mais les chiffres à l'écran racontaient une autre histoire. Virée shopping, sortie décontractée, petit luxe qui ne ressemblait en rien à de la survie. Ma poitrine s'est serrée, mais mes mains étaient stables alors que je déplaçais le curseur. Je l'ai fermé, j'ai verrouillé le compte, réinitialisé les mots de passe, supprimé chaque lien de transfert et les laissé à zéro. Puis je me suis déconnecté et j'ai fermé l'ordinateur portable. 3 jours plus tard, mon téléphone a commencé à s'illuminer. 15 appels manqués de ma mère, 6 de mon père, un texto de ma tante disant « Il doit y avoir une erreur ». Ma sœur a envoyé une seule ligne « Bordel, Chloé ?» J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai pris une lente inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me précipitais pas pour arranger les choses. Je ne me démenais pas pour être la responsable. Je suis juste restée assise là et j'ai laissé le silence s'étirer. Quelque chose s'était brisé. Et pour une fois, cela ne me dérangeait pas de le laisser ainsi. Une semaine après avoir fermé le compte des dépenses familiales, ma vie s'est transformée en un écran clignotant d'appels manqués, 15 de ma mère, 6 de mon père. Même ma tante a essayé. Ma sœur a envoyé cette ligne parfaite, bordel, Chloé. J'ai vu chaque notification, j'ai regardé les chiffres s'accumuler, et pourtant, je n'ai pas répondu. Pour la première fois, je laissais leur panique reposer exactement là où elle devait être, avec eux. Puis, environ une semaine plus tard, ils se sont à nouveau présentés. Cette fois, pas de texto d'avertissement, pas de demande polie, juste un coup à la porte qui semblait plus léger. Quand j'ai ouvert, mon père souriait vraiment comme si de rien n'était. Ma mère tenait une boîte de pâtisserie dans ses mains, le genre qu'elle apportait les jours de fête. Il y avait une douceur dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps, mais je ne lui faisais pas confiance. Ils sont entrés comme s'ils montaient sur scène. Mon père m'a serré dans ses bras à la porte, me tapotant le dos un peu trop fort, comme pour rendre cela réel. Ma mère a posé les pâtisseries sur la table et a commencé à dire à quel point je leur avais manqué, que les disputes familiales étaient normales, que nous ne devrions pas laisser l'argent nous séparer. Elle a utilisé tous les bons mots, pardon, unité, nouveau départ. Nous avons tous traversé une période difficile, a-t-elle dit. Allons de l'avant en tant que famille. Mon père acquiesçait, ajoutant ses propres répliques répétées. On pensait qu'on pourrait peut-être tous sortir à nouveau. Juste une bonne soirée. Sans drame. Le nom de ma sœur a été mentionné plusieurs fois, comme un fantôme qui ne parvenait pas à se manifester dans la pièce. Elle est juste stressée par ses études. Elle t'aime toujours. Elle ne sait juste pas comment le montrer. Je les ai observés attentivement. La façon dont le genou de mon père rebondissait quand il pensait que je ne regardais pas. La façon dont les mains de ma mère serraient le bord de la boîte de pâtisserie un peu trop fort. Ils étaient là pour réparer quelque chose, oui, mais ce n'était pas notre relation. C'était leur finance. Pourtant, j'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai joué le jeu, ça a l'air génial, ai-je dit. J'ai vu le soulagement les envahir. Ma mère s'est détendue. Les épaules de mon père sont tombées. Ils ont quitté mon appartement ce jour-là, convaincus d'avoir gagné. Dans leur esprit, c'était simple, un câlin, quelques pâtisseries, quelques mots sur la famille, et soudain tout était revenu à la normale. C'est tout ce qu'ils avaient toujours voulu de toute façon, un bouton de réinitialisation, sans avoir à rendre de compte. Alors, quand ils ont suggéré un dîner ce samedi-là, j'ai accepté immédiatement. J'ai même choisi le lieu moi-même. Un endroit cher, avec des lustres suspendus si bas qu'ils semblaient vous murmurer à l'oreille. Un endroit qui, de l'extérieur, ressemblait au pardon. J'ai appelé à l'avance, je me suis assuré que nous aurions une belle table, assez privée pour se sentir important. Il fallait que ça paraisse réel. Samedi soir est arrivé, et je suis arrivé avec 10 minutes d'avance. Je me suis habillé comme ils aiment me voir, soigné, calme, réussi. Chemisier blanc, montre propre, cheveux coiffés, un sourire qui ne correspondait à aucune émotion réelle. Quand ils sont entrés, ils se sont tous arrêtés pour admirer le restaurant. Mon père a même laissé échapper un petit sifflement. Les yeux de ma mère brillaient, satisfaits. Ne refaisons pas comme la dernière fois, hein, a dit mon père en me donnant un coup de coude, transformant le souvenir de leur crise en une blague. J'ai souri. Jamais de la vie,
ai-je répondu. Nous nous sommes assis. Nous avons commandé du vin. Les premières minutes semblaient presque normales. Ma mère a dit qu'elle sentait que c'était un tournant. Ma tante, qui nous avait rejoints cette fois-ci, n'arrêtait pas d'acquiescer à tout, comme si elle sortait d'une séance de thérapie et voulait des points supplémentaires pour être d'accord avec tous les bons sentiments. Ma sœur levait à peine les yeux de son téléphone, sauf pour lever les yeux au ciel en direction du serveur ou prendre une photo de son assiette. Ils ne se sont pas retenus. Entrée pour la table, steak, fruits de mer, 2 bouteilles de vin. Mon père a porté 2 toasts, tous 2 vagues et autosatisfaits, sur la famille qui reste soudée et surmonte les épreuves. Ma mère n'arrêtait pas de me lancer des regards par-dessus la table, cette expression presque fière, presque coupable, qui ne se transformait jamais en vrais mots. J'ai supporté tout cela comme une actrice professionnelle, jouant mon rôle à la perfection, hochant la tête, souriant, riant là où je le devais. À l'intérieur, je comptais les verres, les assiettes, les bouteilles, les desserts. Je savais à quoi ressemblerait cette addition avant même que le serveur ne l'imprime. Vers la fin du repas, j'ai vérifié mon téléphone et je me suis levé calmement. Mon petit ami m'appelle, ai-je dit. Je reviens tout de suite. Personne n'a remis cela en question. Mon père a simplement agité sa fourchette comme une bénédiction. Ma mère m'a rappelé de ne pas être trop longue. Ma sœur a à peine levé les yeux. Je suis passé devant les toilettes, j'ai traversé le couloir et j'ai fait un signe de tête au serveur, qui avait déjà l'addition en main. Nous avons échangé un regard, du genre qui disait qu'il se souvenait de notre dernière performance et qu'il était prêt pour la suite. Puis je me suis éclipsé par la porte de service, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis parti. Je n'avais pas besoin de voir leur visage pour savoir comment les 10 minutes suivantes se dérouleraient. Le serveur apporterait l'addition à la table. Il y aurait une blague au début, puis la blague tomberait à plat. Le sourire de mon père s'effondrerait pour laisser place à ce froncement de sourcils familier. Ma mère demanderait s'il y avait eu une erreur. Ma sœur accuserait quelqu'un de faire une farce. Les chiffres sur le papier n'en auraient que faire. Au moment où je suis rentré chez moi, mon téléphone vibrait déjà au point de tomber du comptoir. 40 appels manqués, 4 messages vocaux. Le premier message vocal était sobre, « Chloé, rappelle-nous. Il y a eu un malentendu. » Le deuxième était plus fort, plus en colère. Les 2 derniers n'étaient même pas des phrases complètes, juste des cris en arrière-plan et une respiration rauque près du micro. Ma sœur a envoyé un mur de textos, passant des menaces à la culpabilité, à la supplication et aux insultes, comme si elle faisait tourner une roue et lisait ce sur quoi elle tombait. J'ai laissé tout cela de côté. Puis, environ 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte. Cette fois, pas de sourire, pas de pâtisserie, pas de phrase prudente sur l'unité. Le visage de mon père était rouge quand j'ai ouvert la porte. Les yeux de ma mère étaient perçants. Ma sœur s'est frayé un chemin à l'intérieur comme si c'était elle qui vivait là. « Tu nous as humiliés », a répété mon père. « Tu as dépassé les bornes », a ajouté ma mère, la voix tremblante de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Ma sœur a commencé à parler et ne s'est pas arrêtée. Elle m'a traité de mesquine, de pathétique, d'infantile, m'a accusé de garder rancune, de déchirer la famille, de ne pas comprendre ce que signifiait la famille. Chaque phrase était une nouvelle tentative de me ramener à mon ancien rôle, la coupable, la responsable, celle qui arrange tout. Je suis resté assise tranquillement au début, les laissant parler, laissant leurs mots remplir la pièce et rebondir sur les murs. Puis j'ai choisi un moment où ma sœur a finalement fait une pause pour respirer et je l'ai regardée droit dans les yeux. « Qui penses-tu a payé tes frais de scolarité ?» ai-je demandé. La pièce entière s'est figée. Ma sœur a cligné des yeux. La mâchoire de mon père s'est contractée, mais aucun son n'en est sorti. Ma mère m'a dévisagé comme si elle venait d'entendre une langue qu'elle ne reconnaissait pas, 28 000 € par an, ai-je dit lentement. 4 semestres couverts discrètement. De rien. Le silence qui a suivi était presque physique. Le visage de ma sœur est devenu pâle, puis a rougi, puis s'est tordu comme si elle essayait de choisir la bonne émotion et échouait. Mon père a tenté d'intervenir pour reprendre le contrôle. « Chloé, ce n'est pas la question. » « Non, les jeux coupés. » C'est précisément la question. Vous voulez parler de dépasser les bornes? Ça s'arrête aujourd'hui. Je me suis adossé à ma chaise, sentant quelque chose se calmer en moi. Les comptes sont fermés, leur ai-je dit. Les frais de scolarité, les dépenses partagées, le soutien silencieux tout.
Si vous voulez qu'elle finisse ses études, débrouillez-vous. Ma sœur avait l'air de vouloir crier, Bushi kunte seem to find a direction to emit. At me for stopping. At her parent for not telling her. At herself, for never once wondering where all that money came from. Ma mère continuait simplement de me fixer, les lèvres entr'ouvertes, sa posture soudainement plus vieille, plus petite. Tu nous as manipulés, a finalement dit ma mère, à peine plus fort qu'un murmure. J'ai failli rire. Non, ai-je répondu. J'ai juste appris des meilleurs. Ils sont restés encore 20 minutes, essayant de déformer le récit, de négocier, de me faire passer pour la méchante dans une histoire qu'ils avaient eux-mêmes écrite. À un moment donné, ma tante a appelé, probablement pour essayer de calmer tout le monde, mais j'ai laissé le téléphone sonner. Je n'étais plus intéressé à être le projet familial. Avant de partir, mon père a pointé un doigt vers moi comme s'il me jetait une malédiction. Ce n'est pas fini. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Quand la porte s'est refermée derrière eux, l'appartement semblait différent. Pas plus silencieux, exactement, mais plus clair, comme si un brouillard s'était levé et que tous les angles vifs de la réalité étaient enfin visibles. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais même pas en colère. Je me sentais épuisé de tout cela. Après ce dernier dîner, les appels n'ont pas cessé. Au contraire, ils se sont intensifiés. 40 appels manqués en une nuit sont devenus 70 en un week-end. Quand les appels n'ont pas fonctionné, ils ont essayé les textos. Ma mère m'a envoyé un message le lundi matin, passons à autre chose. Nous t'aimons. Mon père a suivi avec sa propre version, nous sommes toujours une famille. Nous devons agir comme tel. Devons. Il n'a pas fallu longtemps pour que le ton change lorsque je n'ai pas répondu. Le mardi, les messages se sont durcis. Tu fais du mal à tout le monde. Tu es égoïste. Un autre de ma tante, Chloé, ne laisse pas l'argent te définir. Comme s'il n'avait pas déjà fait exactement cela. Puis ma sœur a appelé. Pas d'excuses, pas de banalité, pas de demande de nouvelles. Elle est allée droit au but. Tu as réglé le problème des frais de scolarité? Non, ai-je dit. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un long courriel de ma mère. Il était censé être sincère. Elle parlait de nuits blanches, de sacrifices parentaux, de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Pendant un instant, j'ai presque cru. Puis, à mi-parcours, elle a écrit une phrase qui m'a crispé la mâchoire, nous avons tant sacrifié pour toi. Tu nous dois de ne pas partir maintenant. Devoir. Ce mot pesait dans ma poitrine comme une pierre. J'ai pensé au mois où j'avais versé de l'argent sur ce compte partagé. 1900 € par mois. Sans poser de questions. Courses, réparations, factures. C'est ce qu'ils avaient dit. Mais j'avais vu les registres. Discrètement, j'avais gardé des captures d'écran des transactions sortantes. Il y avait des visites au salon de coiffure, des journées au spa, le nettoyage de la voiture. Ma sœur avait pris 380 € une semaine, sous l'étiquette « Urgence Campus », qui s'est avéré être un concert. Ils appelaient ça un sacrifice. J'appelais ça un sentiment de dû. Alors j'ai attendu. Je n'ai pas répondu au courriel. J'ai laissé la semaine s'écouler. Puis, le vendredi soir, j'ai envoyé un message de groupe, maman, papa, ma tante, mon oncle, ma sœur. Un seul message, sans mots, juste 3 images. La première était une capture d'écran de l'historique du compte partagé, chaque transaction sortante exposée. La deuxième était une capture d'écran des contributions totales de ma banque à ce compte, des mois de dépôts empilés les uns sur les autres. La troisième était une photo d'une note manuscrite que mon père m'avait laissée l'année dernière, nous sommes fiers de toi. Tu prends soin de nous mieux que nous ne le méritons. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone. Ils n'ont pas répondu immédiatement, mais je savais qu'ils l'avaient vu. Ce genre de vérité atteint sa cible, qu'on le reconnaisse ou non. Le lendemain, j'ai reçu une visite, mais pas de mes parents. C'était ma cousine, celle qui avait tendance à rester neutre, celle qui ne se précipitait pas pour prendre parti. Elle se tenait sur mon porche avec 2 cafés à la main et une expression qui donnait l'impression qu'elle sortait tout juste d'une maison en feu. Il raconte à tout le monde que tu fais une dépression nerveuse, a-t-elle dit dès qu'elle est entrée. Que tu es paranoïaque, que tu essaies de punir la famille. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement écouté.
Ma mère a essayé de me convaincre que tu étais émotionnellement instable, a-t-elle poursuivi. Mais j'ai vu l'historique du compte. Je sais ce qu'ils ont fait. Nous nous sommes assis à table, les cafés refroidissant entre nous, et nous avons parlé pendant environ 1 heure. Elle n'a rien édulcoré. Elle a dit que mes parents paniquaient, que ma sœur était furieuse, que ma tante essayait de contrôler le récit. Puis elle a dit quelque chose qui s'est ancré dans mon esprit et a refusé de partir. Il ne te voit plus comme une personne, Chloé, juste comme une fonction. Tu étais celle qui maintenait tout à flot. Tu as arrêté, et maintenant ils ne savent plus comment agir. C'était la surprise à laquelle je ne m'étais pas préparé. Pas seulement qu'ils m'aient utilisé, mais qu'ils n'aient même jamais pensé que c'était mal. Dans leur monde, je n'étais pas une fille. J'étais un système, une pourvoyeuse, une solution. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, pensant à chaque dîner, chaque virement, chaque moment silencieux où je m'étais dit que c'était simplement ce que faisait la famille. J'ai pensé au rocher à travers ma vitre. À la façon dont ma mère avait appelé le serveur comme s'il était à son service. À la façon dont mon père avait dit, heureusement que Chloé n'a pas d'enfant à nourrir, comme si ma vie était une ressource infinie et sans obligation. Alors, j'ai pris une décision. Pas de manière dramatique, comme dans un film. Silencieusement, méthodiquement, de la même manière que j'avais autrefois décidé de les aider. J'ai décidé de partir. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas fait de grands discours ni écrit de messages d'adieu dramatiques. J'ai simplement commencé à faire mes valises silencieusement, délibérément, comme quelqu'un qui rassemble des morceaux de soi qu'elle avait oublié avoir le droit de garder. Vêtements, documents, quelques livres auxquels je tenais encore, de petits morceaux de ma vie qui n'étaient pas empêtrés dans l'obligation. Mon appartement n'était pas grand, mais il contenait en quelque sorte des années de résidus émotionnels, des cadeaux que je n'avais jamais voulu, des souvenirs de dîners qui m'avaient épuisé, des bibelots de vacances qui masquaient le ressentiment. J'ai touché chaque chose juste assez longtemps pour décider si elle venait avec moi ou restait. La plupart sont restés. Je ne devais d'adieu à personne. Ils ne les avaient pas mérités. La nuit après la visite de ma cousine, ma mère m'a envoyé un autre message. Un dîner, sans drame. Ton père dit qu'il est prêt à tout laisser tomber si tu viens. Je l'ai lu 2 fois. Laisser tout tomber. La façon dont on pourrait parler de pardonner à un voisin qui a oublié de rendre une échelle. Comme si c'était lui qui offrait la miséricorde. Comme si briser la vitre de ma voiture et me manipuler pendant des mois étaient des choses dont je devrais être reconnaissante qu'il soit maintenant prêt à ignorer. Cette phrase a tourné dans mon esprit pendant que je remplissais des boîtes en carton avec ma vie. Elle ne me mettait plus en colère. Elle clarifiait les choses. 3 jours plus tard, j'ai signé un bail pour un nouvel endroit à des centaines de kilomètres de là, dans une autre région, une ville plus petite où personne ne connaissait mon nom et où personne n'avait d'attente envers moi. L'appartement à Nantes était propre, calme, ensoleillé d'une manière qui ressemblait à une possibilité. Je me suis tenu dans l'espace vide, écoutant le léger bourdonnement de la climatisation, et j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Avant de partir, j'ai fait un dernier geste. Je me suis connecté au portail de l'université où je payais les frais de scolarité de ma sœur. Ni avec fierté, ni avec amertume, juste avec finalité. J'ai annulé toutes les contributions en attente et me suis retiré de toutes les obligations futures. J'ai cliqué sur « Retirer le soutien », puis je l'ai confirmé. Ensuite, je me suis connecté au compte du fonds d'urgence, celui que j'avais rempli discrètement lorsque mon père avait dit avoir besoin d'aide l'année dernière. 11 000 € que j'avais mis de côté pour eux pour les réparations, les urgences, les difficultés imprévues. Ce n'était pas un fonds d'urgence. C'était une soupape de sécurité pour leurs dépenses irresponsables. J'ai transféré la totalité du solde sur mon épargne personnelle. Ce n'était pas vindicatif. C'était à moi. Le matin après mon arrivée dans ma nouvelle ville, je me suis réveillé sans réveil pour la première fois depuis des mois. Pas de culpabilité, pas de téléphone qui vibre, pas d'appréhension attendant derrière une notification. Je me suis assise par terre avec une tasse de café, regardant la lumière du soleil se répandre sur les nouveaux murs, et j'ai ressenti un étrange calme. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a vibré. Pas mon nouveau numéro, mais l'ancien que je gardais actif uniquement parce qu'une partie de moi voulait voir ce qui se passerait ensuite. Une capture d'écran de ma cousine est apparue. C'était un message de ma sœur dans la discussion de groupe familial, « Pourquoi mes frais de scolarité ne sont-ils pas payés ? Je viens de recevoir un avertissement de l'administration.
Ils disent que je serai renvoyé le semestre prochain si ce n'est pas réglé cette semaine. Une autre capture d'écran a suivi, la réponse de ma mère, Chloé a dû faire quelque chose. Puis celle de mon père, elle fait ça pour se venger. Laissons-la savourer sa petite victoire. On va s'en sortir. Mais je savais qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Non pas parce qu'ils en étaient incapables, mais parce que pendant des années, ils avaient construit un style de vie qui dépendait de moi. Ce nouveau VUS qu'ils avaient acheté le printemps dernier, celui dont ils se vantaient, il avait été en partie financé avec des fonds du compte partagé dans lequel je versais de l'argent chaque mois. Leur calcul ne fonctionnait plus sans moi. Frais de scolarité, 28 000 € par an. Assurance et essence du VUS, 850 € par mois. Réparation, shopping, restaurant, commodité, image. Tout cela s'était équilibré parce que je l'équilibrais. Maintenant, tout s'effondrait parce que j'avais arrêté. Dans les semaines qui ont suivi, leurs messages ont pris de nouvelles formes. Au début, ils ont essayé la culpabilité, des messages sur la famille, la responsabilité, le sacrifice. Quand cela n'a pas fonctionné, ils se sont tournés vers la colère, les menaces, les accusations, les déclarations dramatiques sur mon égoïsme. Puis est venu le silence, et le silence était plus fort que tout. Dans ma nouvelle ville, j'ai établi une routine. Un arrangement de travail qui s'est transféré sans problème. Un café à 2 rues de la qui a appris ma commande dès la 3e visite. De longues promenades au crépuscule dans des rues où personne ne savait ce que j'avais fui. Je me sentais redevenir moi-même. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, un homme doux, posé, honnête. Je lui ai parlé de mon passé, m'attendant à de l'incrédulité ou à un jugement, mais il a simplement écouté et hoché la tête comme si cela avait parfaitement du sens que quelqu'un puisse aimer sa famille et avoir encore besoin de distance. Pour la première fois, je ne me sentais pas gêné de le dire à voix haute. Je ne me cachais plus. Ni de ma famille, ni de ma propre histoire, ni de moi-même. Je pensais que couper les ponts serait lourd, comme traîner des chaînes derrière moi. Au lieu de cela, c'était comme retirer une écharpe dont je n'avais pas réalisé qu'elle m'empoisonnait depuis des années. Le dernier message que j'ai reçu de ma famille est arrivé 2 semaines après mon déménagement. C'était de ma sœur, tu as tout gâché. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Le message suivant est venu de ma mère, une photo de la maison familiale avec la légende, c'est toujours chez toi si tu le veux. Ce n'était pas le cas. Ça ne l'avait jamais été. La nouvelle a commencé à se répandre dans la famille élargie. Certains parents m'ont réprimandé. D'autres m'ont surprise. Mon oncle, l'une des seules voix saines, a envoyé un message privé, tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Je ne m'attendais pas à de la validation. Et quand elle est arrivée, elle a pesé lourdement mais honnêtement dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de mes parents. Il s'agissait d'un schéma, d'un système où prendre à l'enfant le plus responsable était une tradition, pas de l'exploitation. Quant à mes parents, ils se sont à nouveau tus. Je n'étais pas dupe. Le silence n'était pas la paix. C'était de la planification, de l'attente, l'espoir que j'oublierais finalement, l'espoir que la nostalgie m'adoucirait, l'espoir que je reviendrais prête à reprendre le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais ce rôle ne m'allait plus. J'ai gardé mon ancien téléphone actif dans un seul but, voir ce qui se passerait quand il réaliserait qu'il ne pouvait plus m'atteindre, plus me contrôler, plus me culpabiliser pour que je retourne au feu. Puis un vendredi après-midi, 2 mois après mon départ, mon téléphone a sonné. Un numéro que je reconnaissais mais auquel je ne m'attendais pas. Mon oncle, le neutre, l'observateur, celui qui ne prenait jamais parti à moins que la vérité ne l'exige. Quand j'ai répondu, sa voix était douce, hésitante, mais ferme en dessous. « Chloé, je pense que tu devrais savoir ce qui se passe à la maison. » Je n'ai pas parlé. J'ai simplement écouté. Et pour la première fois depuis longtemps, ce que j'ai entendu ne m'a pas mis en colère. Cela m'a rendu calme. Mon oncle n'a pas précipité les choses. Il a parlé comme le font les gens qui savent que la vérité frappera plus fort si on lui laisse de l'espace pour respirer. Il m'a dit qu'après que j'ai coupé le cordon financier, les conséquences ont été rapides et sans pitié. Non pas parce que je leur souhaitais des difficultés, mais parce que pour la première fois depuis des années, ils se tenaient sur leur propre pied qu'ils n'avaient pas utilisé depuis bien trop longtemps. Ton père, il travaille les week-ends dans un garage de réparation automobile, a dit mon oncle. Des journées complètes, pas de raccourcis, sans se vanter à personne. Il travaille, c'est tout.
Je me suis adossé au canapé, laissant les mots s'installer. Le même homme qui se moquait autrefois de quiconque ayant un travail de col bleu, ramassant maintenant des clés à molette et frottant la graisse sous ses ongles. Pendant des années, il m'avait dit que le travail manuel était pour les gens qui n'essayaient pas assez fort. Maintenant, il découvrait ce que signifiait vraiment essayer. Mon oncle a poursuivi, ta mère a annulé ses rendez-vous au salon, a arrêté ses brunchs hebdomadaires. Elle découpe à nouveau des coupons, cuisine, paie les factures elle-même. Elle a même vendu le VUS que tu les as aidés à financer. J'ai fermé les yeux. Ce VUS avait été sa fierté, son symbole de réussite. Maintenant, il était parti, non par choix, mais par nécessité. Mais c'est ce qu'il a dit ensuite qui a touché une corde plus profonde que tout le reste. Tes sœurs, elles travaillent de nuit au McDonald's près du campus de la Doua. Elles partagent un loyer avec des colocataires maintenant. Elles préparent leur déjeuner. Elles n'ont pas demandé 1 euro à tes parents depuis des semaines. Mon souffle s'est coupé. Mes sœurs, qui avaient toujours dépensé l'argent comme s'il poussait sur le tapis, travaillaient, se débrouillaient, assumaient leur propre poids. Et elles se sentent coupables, a-t-il ajouté doucement. Elles savent qu'elles ont profité. Elles sont humbles maintenant. Ce mot humble semblait irréel dans le contexte de ma famille. Mais il n'avait pas fini. Tes parents m'ont dit quelque chose aussi. Ils ne l'ont pas dit à toute la famille, juste à moi. Et ils étaient sérieux. Il a fait une pause comme s'il choisissait chaque mot avec des pincettes. Ils ont dit, nous savons que nous avons gâché quelque chose avec Chloé. Nous savons que ce n'est pas réparable tout de suite, mais si elle décide un jour de rentrer à la maison, nous n'allons plus faire semblant. Nous lui demanderons pardon, et cette fois nous le penserons vraiment. Un silence s'est installé entre nous. Pas le genre lourd, mais le genre réfléchi. Je n'ai pas répondu immédiatement parce que je ne savais pas quoi ressentir. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était même pas du soulagement. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose comme une reconnaissance. Pas d'eux, mais de moi-même, de la version de moi qui était restée, qui avait payé, qui avait cru que l'amour signifiait l'endurance. J'ai remercié mon oncle. Il m'a dit que je n'avais rien à décider maintenant, qu'il pensait simplement que je méritais de savoir. Et puis il m'a laissé partir. Ce soir-là, je me suis promené au bord de l'eau dans ma nouvelle ville, les mains dans les poches de ma veste, l'air frais et pur. J'ai regardé la lumière du soleil onduler sur l'eau, l'or s'étirant au loin. Et j'ai tout repassé dans ma tête, non par colère ou nostalgie, mais pour comprendre la forme complète de ce qui s'était passé. Le restaurant, le rocher à travers ma vitre, le compte partagé, les frais de scolarité, les messages sans fin, le déménagement, le silence, la croissance inattendue de leur côté. J'ai réalisé quelque chose d'important, je ne faisais plus confiance aux mots. Je faisais confiance au schéma. Et pour la première fois, le schéma semblait différent. Pas parfait, pas réparé, mais changé. Je n'avais pas l'intention de me précipiter pour les dîners de fête ou de me laisser engloutir par de vieilles obligations. Je n'étais pas prête à dire oui au pardon, ni non. Je n'étais pas prête à ouvrir les portes ou à les fermer pour toujours. Mais j'étais prête à regarder, à voir ce qu'ils devenaient sans moi comme fondation. À décider de mes propres yeux si leur changement était réel ou juste une autre stratégie pour me faire revenir. J'ai décidé que je leur rendrais visite. Non pas pour revenir, non pas pour reprendre ma vieille place, et non pas pour leur apporter du réconfort, mais pour observer, pour mesurer leur sincérité non pas à travers des discours, mais à travers leur comportement. S'ils avaient vraiment l'intention de demander pardon, j'écouterais. S'ils n'avaient pas changé du tout, je repartirais, cette fois sans regarder en arrière. J'ai passé cette nuit dans une réflexion silencieuse, réalisant que parfois la distance n'est pas un abandon. Parfois, c'est un remède pour eux, pour moi, pour tous les endroits brisés où le ressentiment avait poussé comme des lianes. Je ne détestais pas ma famille. Je ne leur faisais simplement pas confiance. Et entre ces deux vérités, j'ai trouvé une étrange paix, bien ancrée. Alors, j'ai préparé un petit sac de voyage, non pas comme une fille rentrant à la maison, mais comme une femme choisissant ses propres conditions. Je ne sais pas comment se passera la visite. Je ne sais pas si c'est un nouveau départ ou la confirmation d'une fin. Mais j'écrirai à nouveau, car si tout ce voyage m'a appris quelque chose, c'est que les fins ne sont pas figées. Elles peuvent changer. Elles peuvent grandir. Elles peuvent recommencer de manière inattendue. Et parfois, la véritable histoire ne commence pas quand on s'en va.
Elle commence quand on choisit qui l'on sera si jamais on revient.